Bonjour tout le monde et bienvenue au Plexcom. Aujourd'hui, sujet palpitant, on va s'entretenir de l'importance d'un bon évaluateur agréé et évidemment d'un bon rapport d'évaluation lorsqu'on prépare une demande de financement. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis accompagné de Caroline Imbeau, courtière hypothécaire commerciale dans l'équipe, ainsi que Marc Jutras, évaluateur agréé. Bonjour Marc. Bonjour, Peter. Bonjour Caroline. Salut Peter. Alors Marc, parle-nous un peu de toi, parle-nous de ta profession, puis de l'importance, évidemment, qu'on doit accorder à une évaluation marchande. Exactement, pour la valeur. Alors, Marc Jutras, 62 ans, 63 maintenant, plutôt. 36 ans que je fais de l'évaluation, assez spécialisé dans les commerciaux, résidences, multi. Donc, l'importance de l'évaluateur. L'évaluateur, c'est la personne qui, en bout de course, c'est souvent celui qui va faire achoper ou réussir un prêt. Donc, ça veut dire que la façon dont le rapport est rédigé, ça demande à ce que ça soit organisé de façon intelligente. Dans ce que je veux dire par là, c'est qu'un rapport mal monté va rendre insécure souvent le lecteur. Le lecteur, c'est souvent la personne au crédit, parce que je fais une différence entre la personne au crédit et la personne qui nous reçoit, qui est le département des ventes. Alors, au département des ventes, en général, ça va assez bien parce que c'est un peu comme une cruise dans un bar. Hein. Ils veulent avoir votre dossier. Maintenant, quand on arrive au crédit, en général, on n'a pas accès à ces gens-là. Et eux sont drôlement plus rébarbatifs, dans le sens que c'est moins amusant. Donc, si le rapport d'évaluation est mal monté, ça provoque des doutes. Et comme je dis toujours, un cerveau calme est un cerveau heureux. Donc, Des doutes sur la crédibilité de l'évaluateur ou de l'évaluation? des doutes sur l'ensemble du dossier, dans le sens qu'à partir du moment où parce que les critères du crédit sont quand même assez classiques. Donc, ça fait assez longtemps que j'en fais pour savoir à peu près comment les gens pensent. Donc, il faut juste faire attention quand on engage l'évaluateur, d'engager quelqu'un qui connaît, le secteur où on se trouve, qui connaît le produit, qui connaît les acheteurs, parce que le profil d'acheteur est important, et qui connaît aussi les prêteurs, les différents intervenants, les notaires, les courtiers hypothécaires. Plus qu'on connaît le marché, mieux on a une appréhension de ce que les personnes ont besoin de savoir pour être confortables. Ça ne veut pas dire manipuler l'information. C'est vraiment pas, c'est vraiment pas l'idée, parce que ça, on me l'a souvent offert. J'ai souvent dit, vous n'êtes pas assez riche pour me mettre à la retraite, donc oubliez ça. Mais d'avoir l'information correctement inscrite. Et c'est sûr aussi que comme évaluateur, vous avez différentes sortes d'évaluateurs. Donc moi, je suis un évaluateur, mais je suis aussi un investisseur. Et j'ai, dans ma prime jeunesse, démoli des appartements jusqu'à l'ossature et reconstruit. Donc, quand on parle de coûts, quand on parle de location, quand on parle tout ce qui est impliqué dans le monde immobilier, j'ai une coche plus loin que la moyenne des ours, admettons, parce que ça m'intéresse autant le niveau fiscal que le niveau du droit. Étant un propriétaire moi-même, c'est sûr que j'ai une approche qui est un peu différente de l'évaluateur qui, pour lui, c'est un travail. Il n'y a pas une réalité qui est rattachée à ça. Donc, cette sensibilité-là, elle se transpose aussi dans les rapports que vous allez lire. Donc, l'évaluateur qui est juste évaluateur, entre parenthèses, il lui manque des bouts. Parce qu'il va faire sa rédaction, mais il va oublier un peu qu'est-ce que la personne qui lit, comment elle lit, puis qu'est-ce qu'elle veut savoir. Donc, le travail d'évaluateur, c'est assez fondamental parce que c'est aussi celui, comme je disais, que quand on arrive au bout de l'exercice, c'est ce truc-là qui sort. Parce qu'en général, les périodes précédentes ont été réglées. Puis quand on arrive à l'évaluateur, c'est souvent comme le dernier jalon. Les délais ont été brûlés de tous les côtés. Donc, on est sénère. Et là, on t'appelle puis on te dit, c'est urgent, j'en ai besoin dans une semaine. Exact. Puis quand c'est une semaine, c'est déjà pas mal. Souvent, la réplique, c'est hier. Puis là, c'est une chance qu'hier est passé, ça ne me concerne plus. Mais c'est ça. Donc, c'est important de choisir le bon évaluateur et de ne pas penser, sans méchanceté aucune, qu'un évaluateur, c'est un évaluateur, comme un courtier, c'est un courtier, un avocat, c'est un avocat. Oui, il y a un ordre, oui, il y a des espèces de critères de base, mais comme moi, si on me demande d'aller évaluer à Saint-Jérôme, ben c'est sûr que c'est pas moi qui vais aller là. C'est un de mes gars qui fait Saint-Jérôme. Mal pris de façon du terrible parce que le client me dirait, ma vie en dépend, peut-être que j'irais, mais
c'est important de connaître non seulement le marché, mais les gens qui sont dans le marché, parce qu'on n'oublie pas que tout ça, c'est toujours des relations humaines, hein. Donc, Effectivement. comment ça fonctionne? Comment ils pensent le type de Saint-Jérôme quand ils achètent un multi ou un semi-commercial ou un bâtiment d'investissement? C'est important. Donc, c'est sûr que oui, je peux me rendre là, puis je vais finir par y arriver, il n'y a pas de problème, mais c'est important d'avoir les personnes au même titre qu'un courtier. On prend un courtier qui est habitué à Québec, on le débarque à Montréal, il va y arriver, c'est sûr, mais il n'y a pas les repères. Donc, quand on parle de délai, là, ça peut allonger les choses. Donc, l'évaluateur, c'est cette personne-là qui est souvent conseillé, qui est souvent un rabat-joie, parce qu'il ne donne pas la valeur qu'il faut, parce qu'un bon évaluateur n'est pas nécessairement celui qui reconnaît la valeur du deal, là. C'est celui qui donne l'heure juste. Après ça, la personne peut décider sur ses propres bases, de continuer. Mais nous, comme évaluateurs, en principe, on fournit de l'information, on analyse. On est un peu des ordinateurs jusqu'à un certain point, mais un peu moins froid puis plus drôle, ça. Parfait, parfait. Je pense qu'on a bien compris ton rôle, hein, Marc, dans une transaction. Mais dis-moi, pour que tu puisses produire un bon rapport d'évaluation, qu'est-ce que tu as besoin de la part du client qui te mandate? Bon, alors ça, c'est souvent très compliqué. Mhm. Parce que les gens, ils se font dire un peu n'importe quoi à toutes les étapes. Donc, si on parle SCHL, on peut dire que c'est des gens qui sont assez casés, hein. On coche, ça coche pas, ça s'arrête. Alors donc, quand on fait de la résistance, parce que c'est vrai que c'est ennuyeux, là, si on n'a pas tout scanné, là, puis qu'il faut partir avec, je sais pas moi, 40 baux, c'est qu'on n'a pas, puis là, on a le Ouais. papier, puis on a, on a Les avis de renouvellement. pas signé Ouais. parce qu'on les a envoyés 30 jours, ils n'ont pas répondu, c'est légal. Mm. Tous ces éléments-là, c'est réverbatif, mais sauf que tout le monde, sur toute la ligne, en a besoin. Donc, souvent, l'évaluateur, c'est celui qui, le premier, exige d'avoir les documents. Et c'est le premier à se faire dire: ah non, non, on n'a pas besoin. Le gars à la banque, il me l'a dit, il n'y a pas nécessaire. Et moi, je leur dis tout le temps: si vous voulez courir comme ça, je vais vous laisser courir, puis quand vous serez essoufflé, vous viendrez me revoir, puis on va recommencer correctement. Mm. Parce que d'avoir les documents, les assurances, ça fait 3 ans que ça n'augmente pas. Ça ne marche pas. Parce que moi, comme évaluateur, ce que je vais écrire, c'est que on a reçu un document périmé et le prêteur verra exiger les documents selon ses exigences et selon ses besoins. Ça veut dire que quand vous allez arriver au bout de l'exercice, ça peut jamais ça peut arrêter le dossier parce qu'on n'a pas le document. Parce qu'on n'a pas pris la peine d'appeler son courtier et de sortir. La couverture d'assurance, si on prend comme ça. Envoyer la prime, c'est le fun. Maintenant, est-ce que vous êtes couvert correctement? C'est sûr que récemment, je faisais des propriétés, là. Le type, un monsieur assez âgé, 0 hypothèque sur aucune de ses propriétés, 0 assurance sur toutes ses propriétés. Il y avait à peu près quand même 250 pas. Quand Et même. lui, il disait: je suis l'assurance. Lui, il était prêt à incendier tout son portefeuille. Ses revenus étaient peu, pas d'hypothèque. Je dis: ouais, mais c'est une approche un peu dangereuse. Alors, si on revient à nos emprunteurs, si on envoie la prime d'assurance sans avoir la couverture, vous êtes assuré à combien? Si c'est un prêt de 2 millions que vous demandez, puis votre prime est à 800 000, puis qu'on sait que les coûts de construction ont doublé presque dans les 4 dernières années, ben, on a un petit problème. Ça se peut que le prêteur passe par-dessus. Mais moi, comme évaluateur, c'est sûr que je vais mettre une note que la couverture, les coûts de construction ne rencontrent pas les critères actuels. Et il faut être prudent avec les assurances aussi. Parce que les assurances, souvent, vont vous fournir, je suis dans 2 dossiers, là, des 8plex. Le type en a plusieurs. Ils sont tous à son nom personnel. 5 500, la dernière prime, avec une compagnie qu'on nommera pas, mais qui est quand même une compagnie fiable. C'est pas du 5, 10, 15. Il tombe à 1300 pièces par bloc sur ses primes. Parce qu'ils ont considéré que c'était sa résidence. Bon, c'est une approche. Pour reconstruire des 8plex de qualité, là, bonne qualité, comptoir de quartz et tout le pataclan, 172 le pied carré. Alors, je dis: j'aimerais ça que tu me trouves le contracteur. Et de me répondre: Marc, c'est eux. Ils m'ont demandé le certificat de localisation. C'est eux qui ont calculé. Parce que le problème qu'on a, on a un annuel qui s'appelle entre autres Marshall Swift, qui est reconnu, là, qui est comme du béton armé. Mais dans Marshall Swift, vous avez à peu près 22 nuances de gris. Fait que si vous prenez le taux normal,
on peut être à ça, 200 pièces au pied carré. Puis là, à un moment donné, c'est, est-ce que construire sur le plateau, c'est la même chose que construire à Beaconsfield Mm. ou à Saint-Jérôme? Pas pantoute. Puis là, non seulement on a les problèmes physiques, mais on a aussi tous les problèmes logistiques, l'arrondissement. Hein. Alors, donc, de dire qu'on va construire puis qu'on va sortir ça de terre, il faut être prudent. Donc, ça, c'est un élément. Mais donc, l'ensemble de ces documents-là, les consommations électriques, ben, ça fait 2 ans que tu me donnes, ben, on reçoit ça sur le net. Là, maintenant, on peut aller chercher notre consommation. Donc, d'avoir des documents qui sont à jour va aider. Le premier qui est aidé, c'est le client, là, parce qu'il n'y aura pas de Évidemment, là. surprise. Il l'a en main. Puis une fois qu'on l'a fait, que c'est scanné, de le garder à jour, c'est facile. Puis là, on va arriver à quelque chose d'intéressant. Mais de toujours se méfier de la section vente versus la section crédit. Les documents, la même chose. Donc, ce qui dit, ah, si tu as ta liste de loyer avec une signature, là, il ne demande plus rien d'autre maintenant. Hein, on sait que ça peut être plus compliqué que ça. Ça peut être plus compliqué que Puis ça. quand on arrive au bout de l'exercice, c'est que ça va faire tomber le dossier. Puis là, les délais vont se réajuster parce que c'est sûr, moi, comme évaluateur, on m'appelle, je commence le rapport, puis là, je me rends compte que tous les documents, ben, c'est simple, j'arrête. Mm. Avant, je continuais, mais sauf que là, tu écris les textes et de comprendre aussi qu'un rapport d'évaluation, là, c'est souvent écrit. Hein? C'est pas rien que des coches. Il y a des rapports d'évaluation qui ont juste des coches, mais c'est pas les propriétés qui sont à financer. C'est des propriétés simples comme un bungalow ou des trucs Mm. comme ça. Mais si on n'est pas à coche, il faut juste comprendre que l'évaluateur qui écrit des textes, là, non, ça ne vient pas de changer dans toutes les pages. Il faut qu'il recommence, puis des fois, des petites choses de rien qui n'ont pas d'impact majeur sur la valeur, mais qui ont un impact majeur sur la structure du texte, qui fait que ça ne se tient plus. Donc, tu n'as pas le choix, tu recommences. Alors donc, d'avoir les bonnes informations, ça aide le client, ça aide l'évaluateur, ça aide toute la chaîne de production jusqu'au notaire quand ça a déboursé. OK, OK. Fait que si on Excellent. résume vite, hein, Peter, ça va être le registre des loyers à jour, Ou la copie des baux. la copie des baux, parce que souvent, il y a des inclusions qui sont importantes. C'est parce que la copie des baux nous aide à savoir aussi qu'est-ce que c'est. Est-ce que les inclusions sont là? Effectivement. Chauffage, qui le Ouais. tous Qui ces assure les détails-là, les dépenses sur- d'électricité? C'est ça, sur l'avis de renouvellement, on n'a pas ça. On n'a Mhm. pas ça. Mhm. Puis notre équipe, on les demande aussi, hein? Oh, oh oui, absolument. Mais tout le monde. C'est parce que c'est Copie ça, des c'est que baux, les taxes, les assurances, comme tu disais, les frais d'énergie, ainsi de suite, À jour. l'Internet, quand il y en a à aussi. jour, à jour, À à jour. jour, À à jour. jour. C'est ça. Donc, Marc, si je comprends bien, qualité de la documentation pour t'aider à faire un bon travail, super important. Donc, maintenant, ce que j'aimerais que tu nous expliques plus précisément, mais de façon quand même concise, nos 3 fameuses techniques, technique du coût, technique des comparables et technique sur les revenus. Peux-tu nous démystifier OK. tout ça? Alors, rapidement, la technique du coût, quand on n'est pas dans du bâtiment neuf, c'est un peu comme la preuve indirecte. Donc, c'est comme notre 2 fois 3, 6, 6 divisé par 3, 2. Mm. Alors, si on arrive avec un coût de construction, on va prendre le plateau Mont-Royal, admettons. On arrive, on fait notre méthode, puis on arrive avec un coût de construction X, on va dire 100 000. Et là, on fait nos comparables, notre méthode de comparaison, notre méthode de revenu, puis on est à 160 000. Là, c'est quelque chose qui ne va pas, là. Donc, il faut faire attention parce que actuellement, les gens fonctionnent beaucoup avec une méthode, puis ils oublient les deux. Mm. Mais il faut que les 3 se parlent. Donc, actuellement, on a une tendance où les bureaux d'évaluation vont dire que du fait de la complexité ou du manque de données, on ne fait pas de technique de coût, admettons. Mm. Ou on ne fait pas de technique de revenu parce qu'on n'a pas. De base, ces 3 techniques-là sont interreliées. Donc, on commence avec le coût. Ça veut dire qu'est-ce que ça me coûte pour remplacer ce bien-là aujourd'hui? Si j'arrive sur le plateau Mont-Royal ou à Québec ou whatever, que j'ai un bâtiment de 20 ans, puis j'arrive avec 0 dépréciation, ben, il y a un problème. Mm. Il y a un problème quelque part. On arrive avec les revenus. On a des revenus, et puis ils sont super faibles, admettons. Mais c'est une vieille personne, puis elle a toujours entretenu top niveau tous ces trucs, mais bon, elle voulait donner un coup de main parce que c'était un jeune couple, un jeune. Puis elle ne montait pas les loyers parce qu'elle n'avait pas vraiment besoin dans sa vie. Alors, on fait notre méthode de revenu et on arrive avec un chiffre qui clopine Mm. par rapport au marché. On s'en va à comparaison, même chose. On prend le même exemple. Donc, on a un bloc en super bonne condition, avec des revenus super faibles.
quand on arrive dans la comparaison, on va avoir des problèmes. Et souvent, quand on a les 3 méthodes, on peut arriver à interpeller les unes les autres. Alors, comme évaluateur, ça m'arrive assez régulièrement où on va prendre un chiffre comme un taux de capitalisation de 5. J'ai une moyenne de revenus, admettons, de 20 $ net le pied carré. Mon sujet, en super chien, ma madame, mais j'ai des revenus de 8 $ le pied carré net. Mais demain matin, avec une gestion dite plus agressive et plus serrée, mon 20 $ est possible parce que le marché me dit que 20 $. Alors, vous me suivez? Si je prends mon taux de cap à 5, jusqu'où je vais? Par le bas. Ça veut dire que si je paye 2,5 et que j'ai 8 versus 20, ça veut dire que je suis à 2 points quelque chose. Ça veut dire que mon taux de cap pourrait descendre à 2,5 et il serait encore représentatif d'un potentiel. Bon, alors là, on va interpréter à partir des résultats des trois méthodes s'il y a quelque chose à faire, dans le sens que oui, c'est un problème pour le financement, on le sait. Maintenant, est-ce que c'est un problème au niveau de la valeur marchande de dire, la pauvre petite dame, ça aurait dû valoir 2 millions, mais ça va en valoir juste 1 parce que vous êtes à la moitié des revenus? Ben, c'est faux, ça, parce que son entretien physique est là. Il y a quelque chose. Il y a quelque quand chose même un qui- loyer marchand qui existe aussi, là, tu sais, qu'on même peut- si elle est beaucoup plus On peut basse. considérer. Ça veut dire que Ouais. quelqu'un, exemple encore, je viens de faire un truc exactement ça, dans le ghetto McGill. Propriété, là, tu veux aller habiter là. Mais les dames, ça fait 37 ans qu'ils sont propriétaires de ça. 2 madames, 2 sœurs qui faisaient des salaires plus que confortables. Fait qu'eux autres, c'est un peu comme des bonnes œuvres avec les étudiants. Ils sont justement à la moitié des revenus. Sauf qu'ils ont un taux de roulement, ils sont à McGill. 2 ans. Ça roule aux 2 ans. C'est-à-dire que quelqu'un qui l'achète demain matin, il se dit, moi, en 2 ans, quand la personne va partir pour l'Ontario ou pour les États-Unis, je vais remonter mon loyer. Alors, c'est ça que les 3 méthodes, il ne faut pas en prendre une pour dire elle est reine, puis le reste n'existe pas. Par les temps qui courent, depuis quelques années, j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent en disant le taux de cap, le man, là, c'est tel montant. Le MRB, c'est tel montant, où ça se paye tant à la porte. Oui, mais où est-ce Peut-être. qu'on Mais est, puis encore. qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce que ça dit, tu sais? Absolument. Puis donc, une seule méthode peut amener une appréciation faussée du marché. Les 3 méthodes, finalement, servent à équilibrer la chose pour comprendre. Corroborer notre valeur globale au final. Exactement. Et puis, ça nous permet aussi, en ayant les 3 méthodes, face au prêteur ou au lecteur de notre rapport, ça nous permet des fois de diverger par rapport à ce qui serait standard. Si j'étais une machine, je dirais tel montant. Mais la machine, il lui manque des nuances. Moi, je peux les apporter. Puis mes 3 méthodes me permettent ça. Alors, ce qui fait que quand les évaluateurs vous disent on en élimine une, vous leur dites désolé, je la veux. Merci les Absolument. évaluateurs. C'est bon. Absolument. C'est ça. Donc, la technique du coût, c'est clairement pas juste pour l'assureur. Ça nous permet de corroborer le reste de notre rapport également. Ça nous permet de savoir est-ce que je suis là ou je suis pas là. Si mon coût est sous ma valeur, il y a quelque chose qui ne va pas. Des fois, c'est possible. C'est possible quand on est dans comme le ghetto McGill, admettons, un secteur où on a des performances de location qui sont stratosphériques. Alors, des fois, ça va gommer la dépréciation. Mais sauf que cette méthode-là, je sais qu'elle est gommée parce que j'ai une réponse. Mais si on n'en a pas, oui, c'est important parce que pour la valeur assurable, il faut faire attention parce que quand on fait nos rapports d'évaluation, une petite nuance, c'est dit dans tous les rapports d'évaluation, ceci ne peut pas servir pour fin d'assurance. Parce que on ne fait pas un coût détaillé, précis. On fait comme un average en quelque part. On fait une espèce de moyenne, puis on dit on est dans cette direction-là. Mais il nous sert à corroborer les autres ou il nous sert à expliquer pourquoi on ne conclut pas bêtement comme ça devrait être. OK. C'est bon? Parfait. Et dis-moi, Marc, en ce moment, là, on le sait, on a eu beaucoup de fluctuations au niveau des taux d'intérêt. On est dans une belle période en ce moment vers une baisse, qu'on est très, très heureux. Mais dis-moi, c'est quoi la façon de penser des gens? C'est quoi les perspectives de marché à ce niveau-là? Il faut faire vraiment très, très attention. Tu vois, les dernières études aux États-Unis nous disent que les 35 ans et moins apprécient plus ou moins le télétravail à 100%. Ils aiment se réunir, puis ils se rendent compte que c'était le fun au début, mais là, à un moment donné, il manque un petit côté social, il manque la culture d'entreprise et tout. Les patrons pensent un peu de la même façon. Alors, ce qui fait qu'on nous annonçait que toutes les tours du centre-ville, de tous les centres-villes étaient pour devenir des bâtiments résidentiels ou on ne sait pas trop quoi, des entrepôts. Là, il y a comme une nuance. Et vous voyez, si on prend comme le début 2024,
je peux pas parler pour la rive sud, la rive nord, je vais passer souvent. Mais si je prends l'île de Montréal, le centre, ben, on a une embellie, là, dans le sens qu'on a facilement un 5 à 10 le pied carré de mieux depuis la fin 2023, début de 2024, qu'on avait il y a un an ou 2 ans. Suite à la pandémie, c'était la catastrophe. Et on voit une amélioration, puis on voit l'amélioration non seulement dans le bureau, mais on le voit dans le commerce aussi. Les gens reprennent confiance. Bon, c'est quoi les tendances futures? Une qu'on peut dire qui est lourde, c'est que tout ce qui commande beaucoup de travaux, c'est très, 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 très pénalisé. Parce que c'est un horreur, un, d'avoir les permis, deux, d'avoir les contracteurs, puis deux, d'avoir des gens compétents. Donc, souvent, ça nous coûte une fortune. On arrive au bout de l'exercice, on n'a pas le produit qu'on devrait avoir. Mhm. Et puis, si on se plaint, ils disparaissent. Alors donc, les propriétés à rénover sont actuellement terriblement pénalisées et je pense, parce qu'il y a à peu près 40% des ouvriers, mais pas des travailleurs de la construction, qui vont prendre leur retraite dans les 5 prochaines années. Et sans méchanceté aucune, comme je vous disais, je rénove aussi. J'ai rencontré ceux qui les remplacent. C'est pas toujours top, 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 hein. Et il faut être vraiment très délicat dans les commentaires et dans les trucs. Donc, selon moi, pour encore au moins un 15 ans, on va avoir ces espèces de problèmes-là au niveau de la main-d'œuvre. Donc, tout ce qui est à rénover ou qui commande des rénovations importantes, c'est affecté. Maintenant, tout ce qui n'est pas rénové, et tout ce qui est rénové, mais vraiment très bien rénové, ce qu'on constate, il y a souvent une prime. Donc, on a de la surenchère, autant dans du local commercial que dans du résidentiel. Alors, les tendances, oui, les taux d'intérêt nous disent que ça va baisser. En même temps, on lit que l'inflation aux États-Unis reprend. Mhm. En même temps, on lit que si notre ami Donald Trump embarque, il va abaisser tous les trucs, donc il va remettre une pression sur toute la construction. L'inflation va galoper, ils vont remonter leur taux. Donc, sans être un oiseau de malheur, je garde une certaine réserve sur la baisse des taux. Oui, un peu, mais je pense pas qu'on va avoir quelque chose qui... Mais le fait qu'on a des taux stables et puis qu'on a arrêté de nous dire que non seulement on les baisse pas, mais que peut-être on va les monter. Alors, quand on prend on fait nos calculs, on se dit, bon, OK, j'achète tel immeuble ou j'achète tel bureau, ben là, si ça monte de demi-point, je suis rendu où? Je suis déjà sur la pointe des orteils, sur le bout de la table, la chaise branche, c'est menaçant. Alors, juste le fait actuellement qu'on a la perspective que les taux vont être stables ou s'il se passe quelque chose, ils vont baisser un peu, ça veut dire que comme entrepreneur, si je fais les calculs, je me dis, bon, le pire, c'est que ça va baisser un peu, fait que je vais mieux respirer. Alors, je pense que c'est pour ça qu'on assiste actuellement à une espèce de reprise. Est-ce qu'elle va durer des années? Ben, j'ai pas cette boule-là, sinon on serait tous ailleurs, hein. Mais les perspectives me semblent plus enthousiastes qu'elles l'étaient il y a 2 ans, mettons, ou 3 ans. OK, Mm. parfait. J'ai envie de te poser une question qui n'est pas dans le script. Vas-y. Alors, évidemment, quand on utilise tes services comme client, le but, c'est d'obtenir notre valeur, soit parce qu'on veut avoir du financement, peut-être parce qu'on veut vendre, puis on veut avoir une meilleure idée. Admettons que comme client, j'aimerais avoir ton opinion sur qu'est-ce que je devrais apporter de plus à mon immeuble pour lui permettre de prendre de la valeur également? Est-ce que tu es en mesure de conseiller une personne à ce Bon. sujet-là? Alors, pour ceux qui sont très, très familiers avec la télévision, j'ai fait une émission qui s'appelait Des rénovations qui rapportent gros, où c'était la question de base, c'était ça. Donc, je suis toujours très, très, très réservé face à parce que c'est pas tellement les travaux, c'est qui vous êtes. Mhm. Si vous me dites, j'ai 300 pas, j'ai mon équipe, qu'est-ce que je fais? Je vous donne ma bénédiction. OK, on regarde ça, cuisine, rajouter des thermopompes, dépendamment du secteur où on se trouve et tout. Si vous me dites, hey, j'ai pensé à la semaine passée, j'ai hérité de mon père, là, il m'a donné un siplex, là, mais écoute, il n'a jamais fait rien là-dedans. Mm. Moi, je vais te mettre ça beau, là. Là, j'ai plus de réserve. J'ai plus de réserve, surtout si vous me dites, puis je vais le revendre dans 2 ans. Parce que le kidam, puis je suis de ceux-là, là, qui n'a pas son équipe comme telle ou qui n'a pas un volume qui va faire que les gens vont lui être fidèles au niveau des contracteurs, les prix actuellement sont, je l'ai dit au début, là, mais je vais le répéter, C'est stratosphérique. énorme. Ça flotte, là, ça n'a aucun sens. Un électricien, un plombier, et je le répète,
c'est pas toujours top qualité, là. Donc, ça veut dire que récemment, là, j'ai fait changer 2 interrupteurs de place. Pas la boîte, là, le mécanique, là, parce qu'il y en avait un qui avait un dimmer, l'autre l'avait pas. 2 électriciens, 575 piastres. Là, tu te dis, parce que les gars, ici, on a changé, ça, mais c'est quoi? Puis Ouais. c'est ça. Donc, la question, oui, on peut faire ça, mais la majorité du temps, je dis aux gens, laissez ça à ceux qui vont tirer profit de ça. Parce que c'est sûr que les entrepreneurs, j'en ai un actuellement là, qui est en train de construire un 12-plex avec un local commercial, coin de rue, 0 terrain, dans le sens où son bâtiment va occuper 100%. Ça veut dire qu'il loue la ruelle, il loue la rue. Donc, qu'est-ce. Mais tu vois, lui, il arrive presque à 100 $ de moins, son coût de construction, que nous trois. Et à 100 $ de moins, c'est sûr que lui, il y a une marge de manœuvre, mais moi, je n'aurais pas cette marge de manœuvre-là. Puis probablement qu'à la fin de l'exercice, ce que j'avais prévu va me coûter 15-20 % de plus. Dans le bureau, là, c'est quand on est à 15-20 %, on se dit, hey, ça, c'est quelqu'un qui gère serré. Parce que des coûts à 40 % de plus, c'est pas quelque chose d'exceptionnel une fois qu'ils sont en. Puis une fois qu'on est entamé dans la rénovation, ça nous prend nos loyers. Donc, on ne peut pas arrêter, là. Il faut se rendre au bout de l'exercice. Puis les entrepreneurs, pas qu'ils ils abusent pas, c'est la rareté qui crée la valeur, une des bases de la valeur. Alors, c'est sûr que, pour répondre à ta question, il faut toujours être prudent pour voir de quoi on parle. Parce que des fois, c'est rien qu'un coup de pinceau, hein. Ça, Clairement, c'est ça. Ou absolument. Non. les 4 planches pourries de la galerie, la fenêtre un peu croche, c'est tout des détails. Mais le problème qui vient avec ça aussi, c'est que les personnes qui faisaient ça, là, un petit peu dessus, eux autres sont disparus dans la map. Ils n'existent plus. Donc là, s'il faut que tu engages un menuisier charpentier pour changer tes 3 planches, puis que tu trouves un peintre patenté pour ta peinture, ça se peut qu'au bout de l'exercice, ça devienne. Fait on lisait récemment dans la presse, entre autres, qu'il faudrait se remettre aux petits travaux plutôt que de toujours faire le staff button. Clairement, clairement. Effectivement, puis je pense que cette attitude-là aussi apporterait une certaine pression positive sur les travailleurs de la construction. Absolument. Ben, écoute, Intéressant. Marc Jutras, merci beaucoup. Ça a été Plaisir, un Peter Quinn. plaisir de te recevoir, de t'accueillir au Plexcom aujourd'hui. Si on a besoin de te rejoindre, à quel endroit on peut retrouver tes coordonnées? Alors, le plus simple, c'est toujours en passant par le site Internet, donc en allant sur le web. Le moins bon, là, je le dis à Peter aussi, c'est mon cellulaire. Moi, je passe en général 60 à 70 heures par semaine au bureau. Je ne réponds pas à mon téléphone. Ah ben moi, je dois avoir un privilège parce que Oui, j'ai mais tout le temps accès à Marc Jutras. c'est ça. Mais quand vous passez par le bureau, là, j'ai 2 personnes qui vont me harceler au moins 8 fois dans la journée. As-tu rappelé Peter? As-tu rappelé Peter? Ouais. Alors, c'est bon, ça. Alors, le site Internet facile à retenir, www.marcjutras.ca. Si vous tapez Marc Jutras, évaluateur, en général, je pop-up le premier. On va trouver. C'est ça, Excellent. exactement. Merci beaucoup d'avoir Plaisir. accepté l'invitation. À bientôt. Grand plaisir. Merci.